Depuis que je suis toute petite, je sais que je ne suis pas l'enfant préféré. Je m'appelle Emma, et dans notre maison de Milwaukee, mon frère, Jason, était toujours le centre d'attention. Jason a 4 ans de plus que moi, mais l'écart n'est pas seulement dû à l'âge. Pour mes parents, même ces plus petites réalisations étaient considérées comme des trésors. J'avais beau essayer, je n'obtenais au mieux qu'un hochement de tête poli. Je me souviens encore très bien d'un soir où j'avais 9 ans. J'avais apporté à ma mère une demande d'inscription à un cours d'art d'un week-end au centre communautaire local. J'avais tout rempli moi-même, j'avais même joint une aquarelle dont j'étais très fière. Elle l'a lu, a souri doucement et m'a posé une main sur l'épaule. Peut-être le semestre prochain, ma chérie. Je viens de payer le cours de guitare avancée de Jason. J'ai simplement acquiescé. J'ai ramené le formulaire dans ma chambre et je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Je n'en ai plus jamais parlé. C'était différent avec Jason. Dès que son professeur de musique a dit qu'il avait du potentiel, mes parents se sont mis à l'œuvre. Ils ont engagé un professeur de chant privé, acheté un microphone professionnel et ont même transformé notre salon en studio. Il s'est entraîné pendant des heures tous les soirs, tandis que ma mère rayonnait de fierté. Jason a une si belle voix. Jason a une si belle voix, il va devenir quelqu'un. Pendant ce temps, j'étudiais dans ma chambre, essayant de me concentrer malgré le bruit et les compliments incessants. Lorsque j'ai demandé à participer à un camp de lecture d'été, la réponse a toujours été « Ils ne laisseront jamais quelqu'un toucher à son argent ». Le budget familial est un peu serré en ce moment. Serré. Une façon douce de dire que tout allait à Jason. Les dîners étaient toujours les mêmes. Jason parlait. Nos parents écoutaient. Il parlait de son dernier morceau de musique, de ses nouveaux amis, des spectacles à venir. J'y restais assise en silence, coupant mes carottes, attendant l'occasion de dire que j'avais eu un A en anglais. Mais à la fin du repas, je n'avais toujours pas dit un mot. Lorsque Jason est entré au lycée, la différence est devenue encore plus évidente. Si un professeur le félicitait, maman en parlait immédiatement à la famille et aux voisins. Mais lorsque mon professeur m'envoyait un SMS pour me dire que je m'étais bien comportée, ma mère répondait simplement merci et rangeait son téléphone, comme si le message n'avait jamais existé. À 14 ans, j'ai compris une chose. Si je voulais quelque chose dans la vie, je devais l'obtenir moi-même. J'ai cessé d'attendre. J'ai arrêté de demander. J'ai arrêté d'expliquer. Je suis devenue experte dans l'art d'avaler mes mots et de sourire comme si de rien n'était. Un jour, j'ai demandé à mon père pourquoi Jason recevait toujours plus d'attention. Il a hésité, puis a dit « Jason a vraiment du talent. Tu es bon toi aussi, mais il a le genre de potentiel qui peut aller loin. » Je me suis détournée, cachant la larme qui allait couler. Non pas parce que ses propos étaient trop durs, mais parce qu'ils confirmaient ce que j'avais toujours ressenti. Je n'ai jamais été le premier choix dans ma propre famille. Depuis que mon père a prononcé ces mots, j'ai cessé d'attendre la reconnaissance de ma famille. L'été de mes 15 ans, alors que Jason se préparait à entrer à l'université avec une bourse complète à l'université Emerson et un appartement entièrement meublé, au moins au nom de nos parents. Je me suis mise discrètement à la recherche d'un emploi à temps partiel. Je n'avais pas beaucoup d'options. Pour une adolescente sans permis de conduire, il n'était pas facile de se déplacer dans une petite ville comme Milwaukee. Mais heureusement, mes grands-parents, propriétaires d'un petit magasin d'antiquités à la périphérie de la ville, m'ont donné une chance. Le premier jour où je suis arrivée, mon grand-père m'a montré une pile poussiéreuse de vieux livres et m'a dit « Si tu peux supporter l'odeur et que tu n'as pas peur de nettoyer, cet endroit est à toi, à partir d'aujourd'hui. » J'ai acquiescé. Je n'ai pas hésité. Tous les après-midi, après l'école, je prenais le bus pour me rendre à l'atelier, ce qui représentait un trajet de près de 40 minutes. Le travail n'était pas très prestigieux, dépoussiéré, organisé, étiqueté, de temps en temps. Aider grand-mère à enregistrer les ventes. Mais je suis peu à peu tombée amoureuse des vieilles pièces chargées d'histoire. Chaque montre à gousset ou chaque photo en noir et blanc racontait une histoire. Un contraste saisissant avec le silence auquel je m'étais habituée dans ma propre maison. Les jours de grand froid, grand-mère m'apportait des sandwichs au fromage grillé et du chocolat chaud. Elle disait souvent, « Tu n'es peut-être pas le centre du monde de quelqu'un d'autre, mais n'oublie pas que tu es le ciel entier dans le tien. » Je me souvenais de chaque mot. 3 ans ont passé. Alors que Jason se faisait conduire dans une nouvelle voiture, vivait sans loyer et recevait des allocations hebdomadaires de nos parents,
je prenais toujours le bus pour rentrer chez moi tous les soirs, les manches parfumées de vieux bois et de poussière de livres. Je n'étais pas jalouse de lui. Je restais simplement occupée. J'ai économisé chaque centime du magasin, conservé chaque reçu et me suis inscrite à l'université d'État. Pas aussi prestigieuse qu'Emerson, mais abordable, avec un solide programme de commerce. J'ai choisi la voie pratique, pas celle du tape à accent grave l'œil. Lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation, j'ai imprimé le PDF et je l'ai collé sur la porte de ma chambre. Personne n'a rien demandé, personne ne m'a félicité. À l'époque, Jason était en dernière année d'université et venait de décrocher un stage à Boston. Ma mère était folle de joie, comme s'il avait gagné à la loterie. Je me suis assise à la table du dîner, piochant tranquillement dans mes haricots verts comme si j'étais invisible. Je me disais que même si j'étais admis à Harvard, elle hocherait probablement la tête et passerait à autre chose. J'ai choisi d'étudier localement et de rester à la maison pour économiser l'argent du loyer. Cela signifiait que je devais me lever à 5h30 tous les matins pour prendre le premier bus. Et que je devais travailler le soir dans un café voisin après les cours. Je n'ai pas eu le temps de me plaindre. Au contraire, j'ai élaboré un plan budgétaire détaillé, j'ai suivi des cours gratuits en ligne et j'ai lentement constitué un petit fonds que j'ai appelé mon compte liberté. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la conviction qu'un jour, je serais assez forte pour quitter cet endroit. Je n'ai jamais demandé un centime à mes parents pour mes études. Je participais même chaque mois au paiement des charges. Pourtant, ils me disaient souvent, « Maman, tu es tellement responsable, pas comme Jason. Il m'appelle chaque fois qu'il a besoin de quelque chose. » Je souriais, mais quelque chose en moi se refroidissait. Jason était toujours leur fierté et leur joie. Son diplôme avait été fêté en grande pompe. Gâteau, fleurs fraîches, invités. Et même une caméra professionnelle pour immortaliser chaque instant. Lorsque j'ai terminé ma première année d'études avec une moyenne générale parfaite, mes parents m'ont envoyé un simple message. Bien joué. Je m'y suis habituée. Au lieu de chercher à attirer l'attention, j'ai consacré toute mon énergie au travail et à l'école. Je savais que la patience et l'indépendance me permettraient de sortir d'un cycle de favoritisme pour lequel je ne m'étais jamais engagée. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, l'argent que j'avais économisé à force de sueur et de sacrifices deviendrait une cible. Pas par des étrangers, mais par ceux-là même qui partageaient mon sang. Quand ce jour arriverait, ce ne serait pas seulement une leçon de gentillesse. Ce serait un réveil brutal sur les dernières limites de l'endurance. Jason a obtenu son diplôme au printemps où j'ai eu 21 ans. Je me souviens encore de ce jour. J'étais en train de réapprovisionner le café du campus en viennoiserie lorsque ma mère m'a appelé, la voix bouillonnante d'excitation. Jason vient de demander sa petite amie en mariage. Et elle a dit oui. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier en essayant de paraître neutre. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier en essayant d'avoir l'air neutre. C'est super. Dis-leur que tu les félicites. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il s'agissait. Depuis sa deuxième année, maman parlait d'Emily, la fille blonde de son programme d'études commerciales à Boston. Chaque fois qu'elle la mentionnait, elle disait qu'elle était le genre de fille digne de Jason. Comme si le monde entier n'avait qu'un seul type de personne convenant à notre famille. Peu de temps après, l'annonce officielle a été publiée sur le chat de notre groupe familial et sur le Facebook de ma mère. Jason et Emily se marieront en septembre dans un luxueux complexe hôtelier du Vermont. En pièces jointes se trouvait tout un album de photos de la demande en mariage. Au coucher du soleil, avec une banderole survolée par un petit avion, et une bague en diamant de la taille d'un bout de doigt. Je l'ai parcouru, puis je suis retournée à mon devoir de finance inachevé. Mais ce n'était que le début. 2 semaines plus tard, pendant le dîner, mes parents m'ont informé qu'ils avaient décidé de contracter un autre prêt pour financer un mariage en bonne et due forme pour Jason. C'est le jour le plus important de la vie de notre fils, a déclaré ma mère, les yeux brillants. Il mérite ce qu'il y a de mieux, la station balnéaire, un orchestre, un repas à 5 plats et même un feu d'artifice. Je pose doucement ma cuillère et demande à voix basse. Et le prêt hypothécaire qui n'est toujours pas remboursé? Mon père a évité mon regard, ma mère a ri doucement. Ne t'inquiète pas, ton père et moi avons tout prévu. Tant que Jason et Emily sont heureux. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je savais que, quoi que je dise, je ne serais jamais qu'une outsider dans ces décisions. De juin à septembre, notre maison s'est donc transformée en quartier général de mariage pour un événement qui a coûté près de 48 000 $.
Ma mère a pris un congé pour se consacrer entièrement au mariage. Pendant ce temps, je travaillais le matin au café, j'allais à l'école l'après-midi et j'aidais à faire le ménage le soir. La maison débordait de cadeaux de mariage, de tissus et d'invitations. Un jour, ma mère m'a tendu une grande boîte en carton et m'a dit « Voici ta robe de demoiselle d'honneur, et c'est là et voici elle te va ». À l'intérieur se trouvait une robe en satin rose pastel, cachée dans une poche latérale. Un reçu d'une valeur de près de 350 $. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai demandé gentiment « Est-ce que c'est moi qui paie ?» Elle m'a regardé comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Tu es une adulte maintenant, Emma. C'est ta responsabilité. » J'ai déjà dû jongler avec suffisamment d'argent pour me permettre de payer le groupe. J'ai acquiescé et je n'ai rien dit de plus. Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai tranquillement effectué le paiement sur ma carte de crédit. C'était ma plus grosse dépense du mois. Et c'était la première fois que je pleurais pour une robe. Le mariage s'est déroulé exactement comme il l'avait rêvé. Extravagant, étincelant, rempli de rires et de lumières scintillantes. J'ai porté la coûteuse robe de demoiselle d'honneur, je me suis tenue aux côtés de l'heureux couple, j'ai souri sous les lustres et j'ai joué mon rôle à la perfection. Personne n'a su que la nuit précédant le mariage. J'avais dû marcher près de 3 kilomètres depuis l'arrêt de bus jusqu'à la maison parce que j'avais raté le dernier trajet. Personne n'a demandé combien d'heures j'avais dormi cette semaine-là en aidant à l'organisation. Ils étaient trop occupés à célébrer le bonheur de Jason. Après la réception, lorsque tous les invités sont partis, je me tiens devant l'évier pour aider grand-mère à laver les verres. Elle m'a regardée et m'a dit doucement « Je suis fière de toi, Emma, non pas parce que tu es montée sur scène, mais parce que tu es restée forte quand personne n'était derrière toi. » J'ai souri, un vrai sourire, rare ce jour-là. Je pensais que tout serait fini après cela. Je me suis trompée. Un an plus tard, Jason et Emily ont soudainement annoncé qu'ils déménageaient dans le Connecticut pour gérer une nouvelle branche de l'entreprise familiale d'Emily. Mes parents les ont fait partir en pleurant. En les embrassant longuement et en leur offrant un fonds de départ de près de 12 000 $, tiré d'une deuxième hypothèque qu'ils ne m'ont jamais mentionnée. J'y suis restée à la porte pour les regarder partir. Ma poitrine était étrangement froide, non pas à cause de la jalousie, mais parce que j'avais le sentiment qu'à partir de maintenant, le poids ne reposerait plus sur Jason. Il reposerait sur moi. Après le mariage de Jason et d'Emily, l'appartement que mes parents avaient loué pour lui près d'Emerson était resté vide. Je connaissais bien cet appartement. 2 chambres, un petit salon, une cuisine ouverte et un balcon lumineux. Et elle se trouvait à moins de 15 minutes à pied du campus où j'étudiais. À l'époque, j'étais en dernière année d'université. Jonglant avec des cours à temps plein et 2 emplois à temps partiel pour rester à flot. Chaque matin était une course contre la montre et les bus de la ville étaient presque toujours en retard. J'y commençais à me sentir épuisé. Un dimanche soir, après une longue journée de travail au café, j'ai prudemment parlé de l'appartement à mes parents. Je sais que l'appartement de Jason est vide en ce moment. Si c'est possible, j'aimerais y emménager. Cela faciliterait les études et le travail. Ma mère a levé les yeux de son téléphone, jeté un coup d'œil à mon père, puis répondu catégoriquement, « Si tu veux y vivre, tu devras payer un loyer. » Mais Jason n'a pas payé. Je me suis exclamé. L'air de la pièce est devenu lourd. Mon père plie son journal et dit d'une voix posée, « La situation financière est différente maintenant ? Emma. Nous venons de contracter un autre prêt pour couvrir le mariage de Jason. Nous ne pouvons pas nous permettre de subvenir à tes besoins. » J'ai serré les lèvres, ravalant ma frustration. Ils n'avaient pas tort. Ils avaient le droit de fixer les conditions de leur propriété. Mais il était indéniable qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. En fin de compte, j'ai accepté de payer la moitié du prix du marché, comme ma mère l'avait proposé, et de couvrir moi-même tous les frais de subsistance et les charges. Ce week-end-là, j'ai emménagé. Les murs du salon portaient encore les traces de rubans adhésifs des anciennes affiches de Jason. Les brûlures de la dernière fête d'anniversaire de Jason sur la moquette n'avaient pas été nettoyées. Je ne me suis pas plainte. À moins, c'était le premier espace de ma vie que je pouvais enfin appeler mon chez-moi. Le mois suivant, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention. Alors que mes amis organisaient des fêtes. Mes parents m'ont envoyé une carte préimprimée qui disait « Fier de toi ». Pas de gâteau, pas de fleurs, pas de dîner en famille. J'ai laissé tomber. Parce que quelque chose de mieux était arrivé,
on m'a proposé un emploi chez Westmore Lanning, une société financière bien connue du centre-ville, avec un salaire de départ bien supérieur à ce que j'attendais. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents pendant le week-end. Ma mère m'a écouté, puis m'a dit catégoriquement, « C'est bien. À partir du mois prochain, tu paieras la totalité du loyer. » Mais je suis restée figée. Nous avions convenu que je ne paierais que la moitié jusqu'à ce que je sois stable. « Eh bien, tu es stable maintenant », a-t-elle ajouté sans hésiter. Une grande entreprise comme celle-là, un bon salaire aussi. Il n'y a pas de raison que tu ne paies pas la totalité du loyer. Je n'ai pas discuté. J'avais appris que chaque conversation de ce genre aboutissait au même résultat. Je devais toujours céder. À partir de ce moment-là, j'ai viré la totalité du montant chaque mois, sans un seul dollar de retard. J'ai continué à travailler dur, me réveillant à 6 heures du matin, quittant le bureau à 19 heures, rentrant dans cet appartement usé en silence, dînant rapidement, puis me plongeant dans d'autres projets. J'ai cessé de téléphoner souvent à la maison. Chaque appel concernait le loyer ou des nouvelles de Jason et d'Emily. Ils venaient d'emménager dans une nouvelle maison dans le Connecticut sous le nom de famille d'Emily. Ils attendaient un bébé. Jason avait été mentionné dans un article sur une entreprise locale. Chaque fois que maman parlait de ces choses, je restais silencieuse. J'avais appris à écouter sans me sentir blessée. C'était une compétence que personne ne m'avait enseignée et que j'avais dû maîtriser par moi-même. Un soir, j'ai reçu un courriel du service des ressources humaines. On envisageait de me promouvoir au poste d'assistante chef de projet. Cela ne faisait que 7 mois que je travaillais là et j'étais déjà sur la liste d'avancement interne. J'étais tellement heureuse que je suis restée assise sur le canapé pendant des heures. Stupéfaite. Je n'ai pas appelé mes parents. Je ne voulais pas que mon succès devienne une nouvelle excuse pour augmenter le loyer. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma mère debout, une enveloppe à la main. « Je suis passée prendre de tes nouvelles et a-t-elle dit en posant l'enveloppe sur la table. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un avis d'ajustement du loyer. Une augmentation de 15% à partir du mois prochain. Je l'ai regardé en essayant de rester calme. Quelle est la raison de cette augmentation ? Augmentation des coûts. Et maintenant que tu as un nouveau poste, n'est-ce pas, dit-elle, nonchalamment. J'ai acquiescé, puis je suis entrée directement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. À ce moment-là, j'ai su une chose. Cet appartement n'avait jamais été vraiment le mien, et si je restais, je ne serais jamais qu'un portefeuille ambulant à leurs yeux. Mais je ne suis pas partie tout de suite, car j'avais un plan. Je voulais qu'ils soient les premiers à en subir les conséquences. Je venais de terminer une réunion importante lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma mère qui appelait. Emma, il faut qu'on parle de Jason. Je me suis assise dans la voiture, ma tasse de café encore chaude à la main. Sa voix s'est adoucie, comme si quelque chose n'allait pas. L'entreprise du Connecticut a fait faillite. La famille d'Emily est furieuse. Ils disent que Jason a trafiqué les dossiers, qu'il a dépassé le budget sans le signaler. C'est devenu une grosse bagarre. Maintenant, ils veulent la maison, la voiture, et même la garde du bébé en cas de divorce. Je ferme les yeux. Mon intuition, une fois de plus, était d'une précision à faire froid dans le dos. Maman a continué, la voix plus précipitée maintenant. Jason, Emily et le bébé Parker ont besoin d'un endroit où rester pour le moment. Tu sais que l'appartement que tu loues est le plus grand et qu'il a 2 chambres. J'ai ouvert les yeux et me suis redressée. Tu as l'intention de les emmener avec moi? Le silence s'est prolongé à l'autre bout du fil. Puis maman a dit quelque chose qui m'a presque fait lâcher mon café. Ils ne paieront pas de loyer pendant un certain temps. Mais tu continueras à payer la totalité du loyer, comme d'habitude. J'ai laissé échapper un rire amer, sans qu'elle puisse l'entendre. Cela fait 2 ans que je paie la totalité du loyer de cet appartement. Maintenant, tu veux que toute la famille de Jason vive ici? Et je suis censée quoi, continuer à le financer? Ce n'est que pour quelques mois. Je sais que tu comprendras, a-t-elle dit. J'ai raccroché sans un mot de plus. Mais au fond de moi, ma réponse était claire comme de l'eau de roche. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et je savais que je n'avais plus rien à dire. 3 jours plus tard, Jason et sa famille sont arrivés avec une voiture pleine de bagages. Des jouets pour bébé, un berceau,
une chaise à bascule et même une machine à expresso de luxe qui coûtait plus cher que tout ce que j'avais jamais possédé. Émilie n'a pas dit un mot quand elle est entrée. Elle a juste jeté un coup d'œil autour d'elle, comme si elle évaluait la qualité de son espace temporaire. Ma mère est venue aussi. Elle a fait le tour de l'appartement, puis m'a indiqué ma chambre. Cette pièce est assez calme pour Parker. Emma, tu peux dormir sur le canapé pour l'instant. Je suis restée immobile. Et celle qui paie le loyer. C'est ma chambre. Ton enfant n'est pas un nouveau-né. Tu n'as pas besoin d'autant d'espace. Les bébés ont besoin d'un environnement stable, vous ne comprenez pas, a-t-elle rétorqué. J'avais envie de dire que j'avais moi aussi été une enfant. Une enfant qui avait besoin d'un coin tranquille pour rêver et se reposer. Mais je n'ai jamais pu le faire. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. J'ai rangé mes affaires personnelles et je me suis installée sur le canapé près de la fenêtre. Les 3 mois suivants ont été un cauchemar éveillé. Je suis devenue la femme de ménage non payée. La cuisinière réticente et le seul soutien financier de tout l'appartement. Jason ne travaillait pas. Il se prélassait dans le salon toute la journée, faisant défiler son téléphone, regardant de vieilles vidéos de ses jours de succès, soupirant dramatiquement. Émilie ne travaillait pas non plus. Elle faisait des courses ou des achats tout en me laissant Parker, juste après mes longues heures de travail. Personne ne m'a demandé si j'étais fatiguée. Personne ne s'est soucié de savoir si j'avais besoin de paix. Les repas que je préparais disparaissaient en 15 minutes. Et la vaisselle s'est empilée, les vêtements de bébé ont été drapés sur le balcon. Les factures d'électricité ont doublé. Lorsque j'ai finalement évoqué l'idée qu'il participe, ma mère m'a appelé le soir même. Sa voix était tranchante. Emma, arrête d'être égoïste. Ton frère traverse une période difficile. Avant, il avait tout. Maintenant, il a tout perdu. Ne peux-tu pas porter un peu ta famille? J'ai ri doucement. Je porte mes enfants depuis que j'ai 16 ans, maman. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, désormais couverte d'autocollants de bébé, et j'ai passé en revue mes relevés bancaires. Les chiffres ne mentaient pas. À ce rythme, je ne pourrais plus payer mon loyer très longtemps. Puis, un soir, j'ai surpris une conversation entre Jason et ma mère dans le salon. Ils ne savaient pas que j'étais à la maison. Ne t'inquiète pas, a dit ma mère. Je prendrai la moitié du loyer d'Emma chaque mois et je te la donnerai. C'est un peu comme une aide à distance. C'est parfait, répond Jason, l'air soulagé. Au moins quelqu'un dans cette maison comprend. Je suis restée figée, des frissons me parcourant l'échine. Il ne faisait pas que prendre de l'espace. Il m'utilisait comme un portefeuille sans fond. Le lendemain soir, une fois tout le monde couché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et revisité le dossier que j'avais nommé Freedom, où j'avais sauvegardé des listes d'appartements. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'avais vécu toute ma vie dans le silence. Et il était temps de le rompre. Après que mon frère et Émilie eurent emménagé temporairement chez moi, je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre. Mais je me trompais. Un lundi matin, alors que je me dépêchais d'avaler une tartine sèche avant ma réunion en ligne, ma mère s'est soudain présentée à la porte de mon appartement avec une pile de papier à la main. Emma, il faut qu'on parle. À propos du loyer? J'ai levé les yeux au ciel, avalant rapidement ma bouchée. Je l'ai payé à temps ce mois-ci. Elle a posé les papiers sur la table et a calmement sorti un avis imprimé. À partir du mois prochain, le loyer doublera. La pièce est devenue silencieuse. Je pose mon café et la regarde droit dans les yeux. Le double, vous êtes sérieuse? Vous pouvez le constater par vous-même, commence-t-elle. Il y a plus de gens qui vivent ici maintenant. Plus d'eau, plus d'électricité, plus d'usure des appareils. Tu as un travail stable, Emma. Tu devrais aider davantage la famille. Je me suis adossée à ma chaise, essayant de rester calme. Et Jason, il ne paie toujours pas un centime. Il traverse une crise. Il a tout perdu. Mais toi, tu as tout en ce moment. Ne sois pas mesquin. J'ai émis un rire sec. Le tout dont elle parlait. Un appartement que j'ai payé. Dormir sur un canapé. Cuisiner des repas que j'avais rarement l'occasion de manger. Travailler sans relâche. Tout cela en étant traité comme un distributeur d'argent. Ce soir-là, j'ai revu mes relevés bancaires et mon budget.
si le loyer avait vraiment doublé, la quasi-totalité de mes revenus serait consacrée au maintien de cet endroit. Alors que je n'avais même pas d'espace à moi. Quelque chose ne collait pas, mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière tout ça. Dans un rare moment, ma mère a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Une notification de Jason s'est affichée. Maman, tu peux envoyer $400 cette semaine? Emily veut une chaise haute pour Parker. Celle qu'elle a vue à Target, elle est vraiment belle. Puis un autre message a suivi. Oh, et si Emma demande, dis juste que c'est pour des réparations de plomberie, d'accord? Ma poitrine s'est serrée. J'ai ouvert le téléphone. Pas besoin de mots de passe. Maman n'a jamais pensé que j'allais fouiner. Un long fil de texte est apparu. Depuis 3 mois, chaque fois que je transférais mon loyer, ma mère en donnait secrètement la moitié à Jason et Emily, appelant cela un soutien émotionnel pour les aider à traverser une période difficile. Je suis restée figée. Ce n'était pas l'argent. C'était la trahison. En secret. Sans avertissement. Pas de remerciement. Cette nuit-là, une fois que tout le monde s'est endormi, je me suis assise seule sur le balcon. Enveloppée dans une fine couverture. Je regardais les fenêtres brillantes des immeubles lointains et me demandais si l'un d'entre eux appartenait à quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui a cru un jour qu'un travail acharné suffirait. J'avais tort. J'y suis retournée dans le salon, qui me servait aussi de chambre à coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé des termes de recherche. Appartement d'une chambre près du centre-ville. Pas de bail de colocation. Espace privé uniquement. Après 1 heure de recherche, j'ai trouvé un immeuble modeste et tranquille, à 10 minutes de mon bureau. La propriétaire était une femme aimable d'âge moyen. Tout ce qu'elle demandait, c'était un revenu stable et quelqu'un qui respecte l'espace. J'ai envoyé un courriel pour demander une visite le lendemain matin. Le lendemain, c'était vendredi. Alors que je préparais des documents pour une présentation, ma mère m'a rappelé. Cette fois-ci avec un ton inhabituellement doux. Emma. Je viens de parler à Jason. Peux-tu transférer le loyer aujourd'hui? J'ai l'intention de le diviser et d'en envoyer la moitié aux enfants pour qu'ils fassent des courses ce week-end. Je me suis arrêtée quelques secondes, puis j'ai répondu, bien sûr, maman. Mais c'est la dernière fois. Elle a hésité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. Doucement, comme quelqu'un qui plie la dernière lettre avant de l'envoyer. Il ne manquait plus que 30 heures. 30 heures pour terminer tout ce que je préparais tranquillement depuis plus d'1 semaine. J'avais déjà signé le bail pour un nouvel appartement. Un petit studio bien rangé, au 3e étage d'un immeuble tranquille. Exactement à 8 minutes à pied de mon bureau. Et la propriétaire était une gentille veuve âgée, dont la seule exigence était qu'il n'y ait pas de bruit. Pas de drame. Je lui avais promis que j'avais eu plus qu'assez de drames dans ma vie, surtout de la part de gens qui avaient le même sang que moi. J'ai acheté la plus grosse valise que j'ai pu trouver sur Amazon, avec livraison le jour même. Après le travail, j'ai commencé à emballer discrètement mes affaires dans l'appartement que j'appelais autrefois ma maison. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un endroit où j'ai déposé mon salaire dans la dignité. Je n'ai touché à rien qui ne m'appartenait pas. J'ai laissé les chaises, la table, la machine à expresso que Jason n'utilisait jamais. Je n'ai emporté que mes vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres, une lampe de chevet et les seules choses qui m'appartenaient vraiment. Le silence, la patience et une volonté qui ne pouvait plus être brisée. Ce soir-là, Jason était collé à ses vieux vlogs sur YouTube, et Emily roulait ses cheveux dans ce qui était ma chambre. Désormais appelée la salle de sieste tranquille de Parker. J'ai collé un petit mot sur le réfrigérateur. Ne regardez pas, n'appelez pas, et n'espérez pas un centime de plus. Puis, à 2h10 du matin, j'ai tranquillement fait rouler mes 2 valises dans le couloir où j'avais vécu pendant 3 ans. À la fois comme locataire et comme marionnette. Je n'avais jamais vu le ciel de Milwaukee aussi paisible. Pas de cris, pas de pleurs de bébé. Juste une Emma, traînant ses bagages sur le trottoir, marchant vers la liberté. Mon nouvel appartement n'était pas grand. Mais personne n'a exigé de loyer pour le céder à quelqu'un d'autre. Personne ne m'a traité d'égoïste parce que je ne voulais pas subvenir aux besoins d'adultes. Personne ne m'a regardé comme si j'étais un distributeur de billets avec des jambes. Le lendemain matin, je me suis assise sur le sol vide, un café à la main,
et j'ai joué de la musique douce au piano. Lorsque les notes ont résonné dans l'espace, j'ai su que je venais de faire le geste le plus important de ma vie. Une semaine s'est écoulée. Pas d'appel, pas de message. J'ai expiré. Puis vint le 1er du mois. Le jour où j'envoyais habituellement le loyer. Mon téléphone a sonné. C'était maman. Je n'ai pas décroché. 3 heures plus tard, un message est arrivé. Emma. Juste un petit rappel. Le loyer d'aujourd'hui est dû. Jason a prévu d'emmener Parker pour un contrôle. Et je n'ai pas pu leur envoyer d'argent supplémentaire cette semaine. J'ai souri. Comme je m'y attendais. J'ai tapé chaque mot lentement, délibérément. Maman, peut-être que tu n'as pas réalisé. J'ai déménagé la semaine dernière. Tu ne recevras plus un centime. Ni aujourd'hui, ni le mois prochain, ni jamais. Moins de 5 minutes plus tard, le téléphone a sonné. Sans arrêt. Je l'ai laissé sonner en silence. Comme je ne répondais pas, elle a envoyé un long message. Moitié colère, moitié supplication. Emma. Tu n'es pas raisonnable. Tu sais que ton frère traverse une période difficile. Je n'ai pris qu'une partie de ton loyer pour l'aider à se remettre sur pied. C'est ce que fait la famille. On partage. Comment as-tu pu partir comme ça? J'ai répondu d'une seule ligne. Et la famille, ce n'est pas quand une personne porte tout et que les autres ne font que prendre. Moins d'une minute plus tard, un nouveau message est arrivé, cette fois de Jason. Alors, tu t'es vraiment défilé, hein? Félicitations. J'espère que ton nouveau lit est assez grand pour contenir tout ton égoïsme. Je l'ai lu et j'ai ressenti rien. Pas de colère, pas de ressentiment. Juste un étrange et tranquille soulagement. Parce que je n'étais plus piégée dans une version de la famille fondée sur le devoir et l'exploitation. J'ai bloqué leur numéro après cela. Tous les appels. Chaque message. Chaque fil. Cet hiver-là. La neige est arrivée plus tôt que d'habitude. Mon petit appartement était réchauffé par un vieux chauffage au gaz, mais il me semblait plus douillet que n'importe quel autre endroit où j'avais vécu. Parce qu'il n'y avait pas de froideur invisible de la part des gens qui étaient censés m'aimer. Je venais de terminer le premier semestre de mon MBA avec un A de moyenne. J'avais commencé le programme juste pour voir si j'étais capable de le faire. Mais plus j'étudiais, plus j'avais l'impression d'entrer dans un nouveau monde. Un monde où ma valeur se mesurait à l'aune de mes connaissances, de mes efforts et de ma résilience. Pas par mon nom de famille ou ma place dans la famille. À eu travail, on m'a confié la direction d'un projet de collaboration avec le bureau de Chicago. Au cours d'un court voyage d'affaires, j'ai rencontré Logan, le responsable de la stratégie de ce bureau. Qui avait 8 ans de plus que moi et qui avait suivi le même programme de MBA que moi. Nous ne sommes pas tombés dans une histoire d'amour digne d'un film. Pas de coup de foudre. Pas de discussion approfondie tard dans la nuit. Tout a commencé par un respect mutuel. Puis sont venus de courts déjeuners, des suggestions de livres partagés, finalement, une paix que je n'avais jamais connue avec un homme. Logan ne m'a jamais posé de questions sur ma famille, mais lorsque je lui en ai parlé brièvement, honnêtement, il a simplement hoché la tête. Certaines personnes doivent partir pour vivre vraiment. Je m'étais habituée à être forte toute seule, mais avec quelqu'un à mes côtés qui ne voulait pas me contrôler ou me prendre, j'ai réalisé que la force n'était pas forcément synonyme de solitude. Nous n'étions pas pressés. Nous avions tous les deux nos propres blessures passées, ce qui nous rendait encore plus prudents. Plus clair. Logan n'est pas apparu comme une récompense après des années de souffrance. Elle était la confirmation discrète que je marchais dans la bonne direction et qu'il y avait encore des gens dans le monde qui respectaient les limites. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de ma grand-mère, j'ai appris que les choses s'effondraient à la maison. Jason et Emily avaient épuisé leur carte de crédit et ne pouvaient plus payer les frais de scolarité de Parker à l'école maternelle. Ma mère avait commencé à emprunter à ses amis pour sauver les apparences. Les mêmes personnes qui vénéraient Jason évitaient maintenant de l'appeler. Grand-mère dit que ma mère a pleuré dans la cuisine un jour, répétant que si seulement nous n'avions pas laissé Emma partir, mais la vérité est qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de me laisser partir. Je suis partie de moi-même, et ils ne pouvaient plus m'arrêter. Je ne les détestais pas. Il faut de l'énergie pour entretenir la haine. Et j'avais réorienté toute la mienne vers ma carrière, mon éducation et moi-même. J'ai commencé à transformer mes expériences en essais,
non pas pour me plaindre, mais pour donner une voix à d'autres personnes comme moi. J'en ai partagé un sur un forum de femmes financièrement indépendantes, et il est devenu viral de façon inattendue. Une semaine plus tard, j'ai été invitée à prendre la parole devant une organisation à but non lucratif pour l'éducation des femmes. Ils m'ont demandé de participer à leur série intitulée Standing Up After the Shadow, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante qui a redéfini son propre avenir. Et la première fois que je suis montée sur scène et que j'ai vu des gens essuyer discrètement leurs larmes, j'ai réalisé que je ne racontais plus seulement mon histoire. Je parlais au nom de centaines de personnes qui n'avaient pas encore trouvé la force de le faire. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le dossier intitulé « Famille ». Je n'ai pas supprimé les anciennes photos. Je les ai simplement déplacées sur un disque externe et j'ai renommé le dossier « Leçons apprises ». Pas d'amertume. Pas de nostalgie. J'ai simplement compris que je n'avais pas besoin de tout ramener en arrière pour aller de l'avant. Ce week-end-là, Logan a proposé que nous rendions visite à sa mère dans le Vermont. J'ai hésité, mais il m'a pris la main et m'a dit « Ne t'attends à rien. Je veux juste que tu saches que la famille peut aussi être l'endroit où l'on est aimé de la bonne manière. » J'ai acquiescé. Non pas parce que j'avais besoin d'être guérie, mais parce que j'étais prête. Non pas pour le passé, mais pour l'avenir. J'avais été une ombre dans ma propre maison. Mais maintenant, je me tenais dans la lumière. Non pas parce que quelqu'un m'y a conduit, mais parce que je l'ai trouvé moi-même. Ma story nous rappelle avec force que, parfois, la liberté ne vient pas du fait d'échapper aux autres. Elle commence au moment où nous osons nous fixer des limites claires. Personne n'est né pour servir de portefeuille aux irresponsables et la famille ne devrait jamais servir d'excuse à l'injustice. Dans la vie réelle, la force ne consiste pas toujours à endurer. Parfois, il s'agit de s'éloigner. Se tenir debout et construire une vie qui vous appartient. Emma l'a fait. Et vous le pouvez aussi. Que pensez-vous de la décision d'Emma ? A-t-elle été trop dure ou était-ce le seul moyen de se sauver ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires de familles puissantes.